La plus grande étendue de sable continue du monde. Plus de 1200 km. Jamais traversé dans sa longueur. Le Rouba al-Khali, le désert des déserts. C'est cet océan de sable que nous allons tenter de traverser et partager avec vous. Le Rouba al-Khali est en Arabie Saoudite. Son nom signifie « car vide ». Il s'étend au sud du pays, d'est en ouest, sur 1200 km de long et 500 km de large. Notre point de départ sera Najran, à l'ouest, aux portes du désert. Notre point de chute est 1200 km plus loin, après Uruk al-Shaiba, une zone de très haute dune concentrant toutes les difficultés de notre périple. Nous nous arrêterons à la frontière omanaise, le retour à la terre ferme et la fin du Rouba al-Khali. Nous abordons les problèmes techniques et dès le départ, de nombreux inconnus se posent. Toute la difficulté réside dans l'absence d'eau. Si l'existence de puits sur notre tracé ou le portage par animal est une éventualité, nous devons d'abord connaître la quantité d'eau transportable pour un individu. Jusqu'à présent, sur une piste, nous pouvions faire 30 km par jour et nous consommions moins de 3 litres d'eau. Sur le sable, c'est complètement différent. Selon nos performances sur piste, il nous faudrait 40 jours pour parcourir 1200 km et 120 litres d'eau. En réalité, ce n'est pas réalisable, car la charge trop importante abaisse notre vitesse moyenne et l'effort nous fait consommer plus d'eau. C'est une boucle sans fin. Il nous faudrait toujours plus d'eau et toujours plus de temps. Masse, distance, temps, eau et effort sont les 5 éléments que nous devons maîtriser. Ils doivent être en parfait équilibre, sinon c'est l'échec. La première étape est la construction d'un système de portage. Ses critères principaux sont la solidité, la légèreté, il ne doit pas s'enfoncer dans le sable, il doit être freinable et s'autobloquer dans les montées. Le travail fait, il s'agit maintenant d'amener le prototype à 1200 km de chez nous pour le tester dans le désert marocain. L'Erg Chebi, le parfait terrain d'entraînement. Il reflète les pires et les meilleures des conditions que nous aurons à affronter en Arabie Saoudite. Après 2 nuits à dormir par terre dans le bateau et 18 heures de voiture, je me permets une sieste avant de récupérer mon frère et son fils. Nous avons voyagé séparément, j'ai transporté le matériel et ils ont pris l'avion jusqu'à Marrakech, puis le bus pendant 12 heures jusqu'à Merzouga.
marécage, ça t'a plu alors? Ouais, tagine, grillade, ouais. C'est comme ça, on te voit à l'intérieur. On est quand même pas rangé avec la lune, parce qu'on est en moitié de lune, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ça va pas être évident, la lecture des dunes va être assez difficile. De partir à 4h30, ça serait bien qu'on démarre. Le soleil se couche à 6h. 4h30, ouais, comme ça on a un peu de jour. Ouais. Jusqu'à 8h, on a un peu de clarté. 7h. 7h, t'es optimiste. Ouais, 7h. Ouais, parce que là c'est 8h30. Ok. Ça tombe vite. Hein. Ah, je suis contente. Nous profitons d'un peu de repos avant d'attaquer la traversée de l'Erg Shebi. La journée sera nécessaire pour monter le système de portage, peser le matériel embarqué et nous préparer. « 16h30, nous sommes sur le départ. Nous allons marcher pendant 15 heures. Toutes les 3 heures, nous nous échangerons le portage. Nous limiterons notre consommation d'eau à 2 litres par personne. Nous nous sommes fixés un itinéraire de 30 km sur notre GPS. Notre but est de s'approcher le plus possible de cette distance, sachant que pour cette première nuit, nous avons choisi les conditions les plus difficiles. Antonio nous sert de lest. Avec lui, nous sommes à 125 kg, notre estimation de charge maximale sur le sable. Cette première nuit va être très riche en informations. Cela va nous permettre de vérifier certaines théories sur les expéditions passées et sur les nouvelles méthodes à adopter. T'es prêt, Tan? Toi tu dis que c'est à droite? Moi je ferais non, là. Ah c'est de là, ouais c'est là. Non mais non là. Donc ok. Tu considères ne va plus là. C'est là que tu les crêtes là. Okay. Ah ouais? Sinon tu vas te planter, c'est dur parce que tu les crêtes. Le sable se comporte comme la neige. Sur la partie de la dune exposée au vent, il est compact. Sous le vent, il est brassé et mou, offrant peu d'accroche. C'est une des raisons pour laquelle nous nous efforçons de suivre la crête exposée au vent, mais aussi car la crête offre la dénivelée la plus faible. Un détour de 100 mètres ou d'1 km est préférable qu'affronter une très haute dune face à sa pente. L'itinéraire que nous avons choisi est une première, et cela pour plusieurs raisons. En 1946, Sir Wilfred Thesiger, un grand explorateur britannique, traverse le Rub al-Khali dans sa largeur, par le sud à partir d'Oman. Son parcours ressemble à une boucle qui sort et rentre du désert. La raison à cela est qu'à l'époque, les expéditions consistaient en un cortège d'hommes et d'animaux. Cette caravane humaine et animale ne pouvait s'éloigner trop longtemps des points d'eau, souvent en dehors du Rub al-Khali. C'est pour cela que son parcours est une boucle complexe, passant de point d'eau en point d'eau. Mais ce n'est pas tout. Les chameaux ne sont pas infatigables. Comme l'homme, ils doivent boire et manger, et même être remplacés quand ils sont trop fatigués. En 2011, une expédition à travers le Sahara par le célèbre méhariste Régis Belleville nous montre que la conduite de chameaux requiert une organisation extrême. Dans un climat d'insécurité poussant Belleville à sauter quelques points d'eau et une tempête de sable de plusieurs jours, sa traversée saharienne a failli tourner au drame. Ces expériences nous apprennent que plus on augmente les facteurs humains, animaux et techniques, plus on augmente les risques d'incidents. C'est pour cela que nous voulons l'expédition la plus simple possible, en tirant notre propre matériel. Cependant, l'élément qui va véritablement faire la différence entre Thesiger et nous, et rendre notre parcours unique, c'est le GPS. Cet outil va nous permettre de nous guider de nuit quand la température est la plus basse. Ces quelques heures de jour nous permettent de nous familiariser avec le terrain et au comportement du portage. Pour l'instant, il remplit pleinement sa fonction, il ne s'enfonce pas dans le sable et se bloque dans les fortes montées quand nous reprenons notre souffle. Seul le freinage est inadapté au poids du chariot, mais c'est l'utilité d'un prototype, essayé pour améliorer.
Quand Antonio se dégourdit les jambes, le portage ne pèse plus que 75 kg, ce qui correspondrait au poids à mi-parcours du Rub Al Khali. Si nous traversons le désert d'ouest en est, c'est pour affronter les difficultés à la fin, quand le portage est le plus léger. Le dernier quart du Rub Al Khali est constitué de hautes dunes, difficiles à franchir, entrecoupées de plaines de gîtes de plusieurs kilomètres. Plus le portage sera léger, plus nous franchirons rapidement les dunes et rattraperons le temps perdu sur le plat. La deuxième raison est que depuis Najran, notre point de départ, le désert descend. Nous passons de 1280 mètres d'altitude à 80 mètres à notre point d'arrivée. C'est le moment de tester l'objet qui nous a semblé le plus absurde à transporter dans le désert, une paire de raquettes. Cet objet qui a failli rester dans le 4x4 se révèle redoutable. Les raquettes nous procurent un confort exceptionnel de marche et un gain de puissance dans le tirage du portage. Elles permettent de progresser presque 2 fois plus vite et il faut des pentes à plus de 30 degrés pour commencer à glisser. Cet objet anecdotique dans le désert se retrouve être un élément crucial dans la traversée du Rub Al Khali. La nuit tombe. Si nous savons que de nombreux éléments jouent en notre défaveur, absence de lune, charge maximale, technicité du terrain, nous sommes loin d'imaginer les réelles difficultés que nous allons devoir affronter. C'est génial. Ouais, moi je m'éclate. La vision est quasi nulle, la lecture de notre itinéraire ne dépasse pas 10 mètres, et sans le savoir, nous nous engageons sur l'itinéraire le plus difficile. 1 km plus à l'est, un large vallon nous aurait permis de circuler plus rapidement. Cela reflète exactement le problème de la navigation de nuit. Si le portage s'enfonce à peine dans le sable, la roue avant a une fâcheuse tendance à se planter dans les ornières des raquettes sur les pentes les plus raides. Les 5 derniers mètres avant le sommet, le portage devient immanœuvrable. C'est là une conception du portage que nous devons revoir, car nous pouvons passer plus de 10 minutes pour faire quelques mètres. De plus, l'effort devient exponentiel et notre consommation d'eau explose. Ce simple détail technique détruit ce fameux équilibre d'effort d'eau et de distance que nous essayons d'établir. Tu peux checker le Ok. même si je suis un peu main. Attention, je le retiens. Le sable a perdu sa chaleur et la température chute à 10 degrés. Nous allons savoir si le froid nous permet de baisser notre consommation d'eau. C'est mon tour de tirer le portage. Antonio s'est endormi et pour ne pas prendre de risques car les freins sont insuffisants, mon frère s'est harnaché au portage au cas où nous ferions face à de très grosses descentes. Les derniers mètres des dunes sont véritablement infâmes. La roue avant s'immobilise dans les ornières de mes raquettes, et plus je tire, plus je laboure le sable. Celui qui ne tire pas doit alors pousser le portage pour passer la partie difficile. J'utilise une technique pour les passages difficiles. Je rallonge la corde qui me relie au portage afin d'être au-dessus de la dune quand le portage est dans la partie la plus raide. Cette technique aide un peu, mais seulement pour les passages courts. Allez, encore 20 minutes.
perdu le rythme. Putain, Olive. Ça va être. Un gros café va s'imposer tout à l'heure. Moi aussi. Break, ok. Non, mais moi non plus. Faut qu'on a besoin de sucre. C'est colossal. En calories, je pense qu'on est à... Ça va être 3 à 4 fois supérieur à ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Ah non, c'est du délire. Hein. Le constat tombe lourdement. Ce que nous gagnons par la fraîcheur de la nuit, nous le perdons par la difficulté de lecture et la dépense énergétique qu'elle entraîne. L'effort est trop intense pour seulement 2 litres d'eau. Il nous faut boire plus, mais aussi manger plus, ce qui augmente encore la consommation d'eau. Je me suis refait les survivants il n'y a pas longtemps. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est une bonne valeur aussi. Hein. On en mangerait 3 quand même. Putain là. Ouais, je pense que c'est le fait qu'on est décalé aussi. Ce serait dans la journée, on n'y penserait pas. Enfin, ouais. T'as le cycle de la nuit qui est fait dans l'ordre, tu dors. Hein. Non, on dort moins cher. C'est le tour de mon frère. La nuit va être longue, il nous reste encore 9 heures de marche. Naviguer dans l'obscurité est quelque chose de troublant. Cela peut affecter le jugement et la prise de décision. Il faut perpétuellement se ressaisir et faire comme si nous étions en plein jour. Après 15 heures de marche, nous décidons de monter le camp. Nous avons seulement parcouru 10 km. Cela peut sembler peu, mais c'est énorme vu les circonstances. C'est une situation que nous ne rencontrerons peut-être pas dans le Rub al Khali, mais il fallait essayer. La première leçon est qu'il faut se réserver le terrain plat pour la nuit et les terrains techniques pour la journée. La deuxième concerne l'eau. La consommation fluctue en fonction des terrains et de l'effort. 3 litres semblent indispensables en terrain difficile. Sur le plat, 2 litres suffisent. Non, mais je le connaissais déjà, mais c'est drôle. C'est à toutes les sauces maintenant. Quoi? C'est à toutes les sauces maintenant. De quoi? Je prends les machin friendly. Ah, les gay friendly. Ouais. Nous cherchons le sommeil, mais même une sieste semble impossible. Après l'effort violent de la nuit, le corps et l'esprit stressés refusent le repos. Il faudrait plusieurs semaines d'efforts similaires pour prendre ce nouveau rythme et s'endormir dans la journée. Quelle chance. Il est midi, nous repartons. Ce dernier kilomètre de petite dune en plein jour nous rappelle à quel point la visibilité est importante sur ce terrain. Si l'information du GPS est précieuse en nous disant où aller, il ne dit pas comment s'y rendre. Car une navigation sur dune se recalcule en permanence. Chaque dune passée, on calcule comment passer la suivante. Nous savons maintenant que notre périple se fera indifféremment de jour comme de nuit. Nous atteignons le plat, c'est une nouvelle expérience qui commence. Nous allons voir comment réagit le portage sur ce terrain, connaître notre vitesse et notre dépense en eau et calories. Mon frère débloque le différentiel du portage. Sur les dunes, les roues arrière sont unies pour éviter que le portage s'engage dans la moindre pente, ce qui facilite la suivi des crêtes. Sur un sol plat et dur, les roues arrière sont indépendantes pour éviter une usure prématurée des pneumatiques par frottement. Ok.
Sur le plat, le portage est étonnamment simple à tirer. On pourrait être tenté d'augmenter sa charge en stockant plus d'eau, mais ce serait oublier que la difficulté en montée est inversement proportionnelle. Pour tester les performances du portage, je cours sur une centaine de mètres, encouragé par Big Gun d'ACDC, qu'Antonio lit sur son iPod. Comme nous le pensions, sur le plat, notre consommation d'eau est passée de 3 litres à 2 litres, et nous avons divisé par 2 nos besoins caloriques. Mais nous ne pouvons rattraper le temps perdu de la veille en une seule journée. Si nous voulons tenir un objectif de 30 km par jour, les jours où on n'en parcourt que 10 à cause d'un terrain trop technique, il faut au moins 4 jours de plat pour les rattraper. Nous savons déjà que dans le désert au-delà de 35 km, il ne nous reste plus assez de temps pour dormir, et nous risquerions de nous blesser. Nous contemplons notre labeur de la nuit précédente. En 6 heures et quelques fruits secs et 1 litre d'eau, nous parcourons ce qui nous a demandé 15 heures d'intense labeur. Même Tonio se prête au jeu et tire à son tour. En milieu désertique, le portage roulant semble être un réel atout. Nous ne pourrions porter à dos d'homme la même charge. Ce qui déterminera notre méthode finale de portage, c'est l'éventualité de points d'eau dans le Rubal Rally. Si nous n'excluons pas le portage par animal sur une partie de notre parcours, il semble évident maintenant que nous tirerons en partie ou en intégralité nos ressources en eau et nourriture. Un seul point d'eau sur 1200 km suffirait pour le faire sans aucune aide animale en 50 jours. Le village d'Assilibid se dessine à l'horizon. Ici s'achève notre premier essai dans le désert marocain. Cette expérience va nous permettre de mieux nous préparer, de bâtir un nouveau portage plus performant et de mieux quantifier nos besoins en eau et nourriture. De nombreuses interrogations subsistent encore et notre seule solution pour y répondre est de nous rendre en Arabie Saoudite l'hiver prochain. Nous ne pourrons jamais parer à toute éventualité. Tempête de sable, GPS en panne, portage cassé, blessures, maladie, tout peut arriver. Et c'est cela l'essence de l'aventure, une frontière qui est au-delà de votre préparation physique, mentale et mécanique. Un inconnu où tout est présomption, mais à l'attrait irrésistible.